Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, la première session, qui était la meilleure, non, la Eh oui, ça a première, commencé par les mêmes intervenants qu'aujourd'hui. ah ouais, un petit peu, C'est pas faux. c'est pas faux. La première session n'a pas été enregistrée et nous avons commission de la refaire. Mais vous savez, comme nous n'avons pas fait Acteur Studio, refaire aussi bien, ça va être difficile. Donc, bah déjà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire consacré aux solutions Smart Home, Smart Building, à l'analyse des box. C'est un webinaire qui est ouvert à tous. Je tiens à le préciser, c'est important que vous soyez membre de la SBA ou que vous ne soyez pas. Vous avez accès à ce webinaire. Alors, vous avez d'autres avantages si vous êtes membre de la SBA. Déjà, vous avez le droit au replay. Et puis surtout, vous faites partie d'un club extraordinaire où les meilleurs sont là, pour preuve. Donc, on avait démarré ces webinaires avec JDOM et Domovea. C'était le numéro 1 qu'on pouvoir réenregistrer. Ensuite, nous avons fait un deuxième webinaire sur Creston et Energisy Connect, la solution de Rexel. Troisième webinaire, c'était donc il y a 3 semaines, l'IPX 800 et la solution Contrôle Fort. Et aujourd'hui, on va vous présenter 2 autres solutions du marché. Somfy, Taoma, qui est une solution qu'on voit de plus en plus déployée dans les programmes immobiliers. Et Lidl Smart Home. Alors, des intégrateurs que je connais m'ont dit non, mais t'es sérieux? Bah oui, on est sérieux, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. C'est quand même la force de frappe de Lidl. Rappelez-vous qu'on les avait moqués avec leur autocuiseur et finalement, pour un prix assez dérisoire, ils ont sorti un produit qui concurrençait le fameux Thermomix, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Donc, méfions-nous quand même des produits comme ça d'entrée de gamme qui peuvent peut-être avoir des attraits ou pas et qui peuvent correspondre à nos solutions R2S, puisqu'on est là pour ça. Est-ce que Lidl Smart Home peut devenir R2S? Ben, on le saura à la fin de ce webinaire. Je voulais dire aussi, il y a beaucoup d'intégrateurs qui nous rejoignent. Nous avons mis à la SBA en place, et c'est tout récent, c'est tout nouveau, la carte de France des intégrateurs qui est présent maintenant sur le site de la SBA. Je vous invite, si vous êtes membre de la SBA et bien sûr si vous êtes intégrateur, à vérifier si les informations qui ont été rentrées dans la base de données sont correctes, si votre numéro de téléphone est bon, si votre adresse est correcte. C'est important parce que c'était un énorme travail qui a été fait pour que cette carte de France soit enfin à jour et qu'elle grandisse au fur et à mesure du temps. Et si vous êtes également membre, enfin certifié AFNOR, partenaire Smart Home de confiance, eh bien c'est indiqué dans la fiche de présentation de votre entreprise sur la carte des intégrateurs, je vous rappelle, sur le site de la SBA. Je vais donner la parole tout de suite à Alexis pour quelques mots, pour nous présenter cette session déjà en 2 mots, et puis surtout les prochaines, puisqu'on a pris un peu d'avance, on a essayé de s'organiser pour que les prochaines sessions soient déjà au calendrier. Bonjour à tous, merci Pierre-Nicolas, donc Alexis Saxteder, Técologie. Donc moi je suis en charge de la région SBA Île-de-France avec Olivier Granon qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure, il est sur la route. Donc comme le disait Pierre-Nicolas, aujourd'hui on aura la chance de voir les présentations de Somfy réalisées par Pierre Dagneau de la société Davris. Ensuite, la solution Lidl Smart Home sera présentée par Carl Santamarina de Imotic et Olivier Darnaud d'Oseo. Donc ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires ont l'habitude de cette introduction. Donc, pourquoi on fait ces webinaires? Parce que on a envie de connaître un petit peu les autres solutions du marché, autres que celles qu'on a l'habitude d'installer tous les jours. Donc, c'est intéressant de voir un peu ce qui existe. Vous verrez, donc, comme d'habitude, des solutions présentées par des passionnés qui vont mettre en avant la qualité de la solution. Peut-être que ce soir, ça sera peut-être un petit peu différent avec Lidl. Je ne suis pas sûr qu'on ait le même retour. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a une solution qui fait un peu le buzz en ce moment au niveau de l'actualité, notamment à travers de son prix. Et ce sera intéressant d'avoir les retours de nos experts sur ce sujet. Comme l'a dit Pierre-Nicolas, l'objectif, c'est de faire le lien avec le R2S résidentiel, de voir dans quelle mesure ces solutions sont notamment interopérables. Et je ne vais pas m'étendre sur les autres points parce que déjà présenté par Pierre-Nicolas sur l'intérêt de nous rejoindre
au sein de la Smart Building Alliance. Les précédentes sessions sont décrites ici. Vous avez l'accès aux replays qui sont sur YouTube, en fait, donc accessibles à tous finalement. Donc, n'hésitez pas à vous y reconnecter. Les prochaines sessions sont décrites ici. Donc, vous allez voir qu'on a un programme qui est assez chargé jusqu'en septembre. Donc, la prochaine date, ça sera le 18 mars avec Home Assistant et Legrand with NetAtmo. Ensuite, on aura une session de synthèse. Comme on l'indique, en fait, les sessions comme celle d'aujourd'hui sont quand même assez techniques. On rentre assez dans le détail. Et donc, on a fait le choix de faire des sessions une fois toutes les 10 solutions présentées, de prendre un petit peu de recul et d'être un peu moins technique dans la présentation. Donc, cette session aura lieu le 1er avril. Ce n'est pas une blague. Ensuite, on enchaînera le 27 avril par Calismart et les offres de Schneider. Le 18 mai par Fibaro et Dose. Le 8 juin, on fera une petite soirée GAFA avec du Apple HomeKit, du Google Home et du Alexa. Nous enchaînerons le 29 juin par Tidom et Basalt, suivi du 13 juillet par Varuna et Idomus. Et le 9 septembre, nous ferons une petite session de synthèse. Nous aurons fait 10 solutions de plus, donc nous serons à 20 solutions présentées. Si vous souhaitez voir d'autres solutions, n'hésitez pas, écrivez-nous-le en commentaire, on essaiera d'en tenir compte. Et d'autre part, si vous souhaitez animer des webinars, n'hésitez pas à nous le dire également. Il nous manque encore quelques intervenants. Si je reviens sur les sessions, on recherche notamment sur Schneider et sur Fibaro. Notamment sur Schneider et Fibaro. Donc, n'hésitez pas, si vous maîtrisez ces solutions et que vous souhaitez les présenter, on est intéressé. Oui, sachez que nous avons une matrice qui a été faite et j'allais dire, il suffit de remplir les cases. Bon, c'est un peu réducteur, mais vous n'êtes pas perdu. Et surtout, dans cette présentation, on ne vous demande pas d'être Patrick Poivre d'Arvor et d'être un super orateur, puisque, bon, j'aime pas ce mot-là, la bonne franquette. C'est un petit peu comme ça qu'on le présente, c'est-à-dire que c'est amical et je suis là pour passer les plats, pour vous aider, pour relancer. Donc, même si vous maîtrisez une solution parfaitement, mais que vous ne vous sentez pas un grand orateur, on sera là pour vous aider, on sera là pour donner un cadre à vous, un cadre qui a été établi. Vous allez voir que les deux présentations vont respecter ce cadre-là. J'en ai fini pour ma part. Donc, ben, écoute, merci beaucoup, on va pouvoir passer Alexis, pour ces belles initiatives. Je vais demander tout de suite donc, à Pierre Dagneau de partager ton écran et de nous présenter la solution qui s'appelle Taoma, de la société Somfy, qui est une solution qui existe déjà depuis quelques années et dont on parle beaucoup en résidentiel, en promotion immobilière et de plus en plus. Pierre, je te laisse la parole. Si tu ouvres ton micro. On voit ton écran, mais on ne t'entend pas. Pierre, on ne t'entend pas du tout. Et là, c'est mieux. Ah, voilà. Reprends tout. Alors, hop là. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les solutions Somfy. Somfy présente 3 box sous différents formats avec différentes fonctionnalités. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail la différence. Confinement les week-ends, c'est toute la France. Alors, on va passer par le compte. Du vendredi 18h, le lundi 6h. S'il vous plaît, couper leur micro, s'il vous plaît. Pensez à couper votre micro si vous n'intervenez pas. Pierre, oui, je te rends la parole. Alors, on va passer par les contextes et les raisons de ce choix pour un exemple de client pour qui je suis intervenu. On passera par la fiche technique et les protocoles, la mise en service, l'interface utilisateur et puis la grille de critères de comparaison des solutions Smart Home qu'on utilise dans les bilans et les conclusions sur ces solutions.
Donc, on les contexte. Moi, en fait, pour un client se situant à Bougival, avec une maison, donc il avait un espace jardin avec piscine qui est en cours de construction, et du coup, il souhaiterait gérer tous ces éclairages qui sont dessus, les moteurs de la couverture de piscine, puisqu'il va avoir un volet qui va couvrir celle-ci et qui est motorisé, des petits chauffages sous la percola, et puis entre autres, il voulait gérer l'accès à son jardin pour donner à ses voisins et ses amis l'accès, avec une caméra de surveillance et puis une bonne gestion de l'arrosage. Côté intérieur, il avait des éclairages à gérer, des volets roulants filaires, 2 volets roulants Bubendorf, mais qui sont anciens et trop anciens, 2 détecteurs de fumée qui n'avaient pas du tout d'installé chez lui, une caméra de surveillance intérieure, et puis il souhaitait pas avoir d'abonnement obligatoire. Et ce client-là avait déjà une Somfy alarme basique avec 4 prises commandées Bliss qu'il utilisait déjà en domotique. Donc, pour répondre à son besoin, en fait, j'ai proposé justement une Taoma Somfy version premium, des microcontrôleurs pour les volets roulants, pour les éclairages, des prises qu'il peut ajouter et mobiliser où il veut en les mettant directement sur des prises standards. 2 détecteurs de fumée IO, des Somfy, la petite caméra intérieure, des boutons pour l'ensemble de scénario, et j'ai proposé aussi une clé USB Zigwave pour avoir des boutons un peu plus performants, puisque les boutons Somfy restent assez limités en fait à 2 fonctions en général. Et pour l'espace extérieur, plutôt des boîtiers en contact sec et étanche, un pour gérer le portail, 2 pour les éclairages, un autre pour gérer le moteur filaire spécifique aux anciens systèmes de moteurs, un système juste pour la gestion du chauffage sous la percola, la caméra extérieure, puis un clavier étanche qui sera relié au système de gestion de la serrure électrique. Quand on regarde ta solution, on voit quand même que tu as utilisé quasiment que des produits Somfy. Là, pour le coup, je suis resté vraiment dans la gamme Somfy avec un environnement, oui, tout Somfy global, hormis une petite extension sur le Ouais, Z-Wave. d'accord, je te laisse continuer. Par contre, pour justement aller plus loin, et en fait, il souhaite gérer vraiment son arrosage de jardin de manière automatique. Donc, pour moi, c'était juste une gestion via contacteur. Mais en plus, on mettra des scénarios qui pourront intervenir en fonction de s'il a plu ou pas, des vents qui peuvent intervenir aussi sur s'il a un store banane, des choses comme ça, au niveau de la percola ou la couverture de piscine. Et ça, via le protocole IFTTT, on peut très facilement l'interfacer à la Somfy. Et moi, pour sécuriser l'installation, en cas de panne de la Taoma ou plus d'accès Internet, je lui ai proposé une télécommande Nina Timer IO qui est vraiment idéale pour interagir avec l'ensemble des éléments Somfy en cas de panne de la passerelle. Et qui est complètement autonome et qui peut maîtriser aussi des scénarios lancés directement, donc très, très utile. Après, je compte à peu près 3 jours d'installation pour réaliser le chantier complet, c'est-à-dire juste mise en place des microcontrôleurs, faire la programmation, les tests de vérification et la formation du client pour l'utilisation de son installation. Le seul bémol sur cette installation, on ne peut pas répondre à des volets roulants Bubendorf qui sont trop vieux. Et les installations de ces éclairages et équipements à faire attention, puisque c'est une autre société qui passe les câbles et qui met en place les systèmes. Donc, à mon niveau, il faut que je sois assez vérificateur s'il y a des petits problèmes, enfin que je limite les responsabilités. Pourquoi ce choix? Somfy, c'est quand même une marque de référence sur le marché, en tout cas des automatisations dans le bâtiment. Et du coup, aujourd'hui, les offres de Taoma sont vraiment très larges et permettent de répondre à tous nos besoins basiques. En tout cas, elle offre aussi une connexion à distance gratuite et sans abonnement, hors l'IFTTT qui maintenant devient payant depuis un certain temps. Et il offre aussi la gestion vocale avec tous les plus grands Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Alors Pierre, j'ai appris un truc là, grâce à toi. Somfy, j'ai toujours demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire Société d'outillage et de D'outillage et de mécanique de Faucigny. Il y a le F et le Y de Faucigny.
Ouais, incroyable. J'adore lire les noms des entreprises. Et voilà. J'ai appris un truc. Bon, Leur origine, quoi, bravo. le mécanisme. Et du coup, les avantages pour moi, en fait, c'est quand même des travaux assez simplifiés pour mettre en place tout le système. D'autres avantages, c'est qu'il intègre d'autres protocoles et qu'on peut interphaser avec les lampes Philips Hue, du Sonos et certains autres protocoles radio. Attention, ça reste quand même très limité au niveau des fonctionnalités concernant EN Océan, le Zigbee, Zigwave, les choses comme ça. Une mise en service ultra rapide et simplifiée avec un accès distant pour le client via Somfy Connect. Nous, côté intégrateur, on aura le portail Somfy Pro pour faire l'intégration et Servigo pour pouvoir suivre les différentes installations de nos clients et avoir un suivi, en tout cas des mises à jour, des alertes éventuelles techniques qui pourraient être montées. Somfy apporte aussi un très très bon support technique sur leur site web et au niveau des documentations, tout ça, on est toujours très facilement, en tout cas, on trouve les informations très facilement sur leurs produits et le support, hormis qu'il peut coûter un peu cher parce que c'est un numéro surtaxé, les techniciens sont toujours assez bons et répondent toujours rapidement à toutes les demandes. Enfin, la gamme est très large et peut répondre à énormément de produits, en tout cas côté sécurité, automatisation du bâtiment, gestion des chauffages, en tout cas via les extensions des partenaires, qui est vraiment très intéressante. Et c'est une des box rares qui offre aussi un accès documenté à des API pour interagir avec le système de Taoma. Passons côté un peu plus en détail. Bon, une box toute simple pour la Connect Soon qui va répondre à quelques fonctionnalités et très ciblée en fait. 3 types de Connect Soon en fonction de la terrasse qui va être plutôt gestion des stores, bananes par exemple, quelques éclairages, choses comme ça. Côté fenêtre, ça va être plus les volets roulants, les éclairages aussi qu'on peut interphaser, mais ça reste très limité et la partie Access pour la gestion d'alarme simplifiée. La Taoma Premium qui, elle, est très basique, très simple, mais qui peut s'interfacer avec d'autres choses. En tout cas, elle se branche tout simplement sur le réseau. On peut rajouter une extension USB pour ajouter d'autres protocoles, comme les clés Z-Wave ou Zigbee. Et après, il y a simplement un port USB pour l'alimentation. Et côté version Ride-in, en fait, qui s'installe vraiment dans le tableau électrique, c'est vraiment la solution parfaite qui conviendra aux nouvelles installations, comme dans les promotions immobilières ou rénovation globale, où on va refaire tout le tableau électrique. Et là, avantage pour l'installateur, Somfy offre une application pour mettre en place cette solution. Mais on verra, enfin, je le reporte un peu plus tard dans cette présentation. Donc, à la base, pour connecter toutes ces box, ben, on connecte à notre box Internet, en fait, soit la box via le RJ45, la Connect Soon, ou la Taoma, où on peut encore utiliser l'autre. Elles sont toutes en réseau filaire et il y a notamment une option Wi-Fi avec une carte additionnelle sur la version Ride-in. On peut y connecter, interphaser en tout cas tous les systèmes IO à toutes ces box-là. Après, on sera plus ouvert sur la version premium et la version Ride-in en allant directement, parce qu'elle gère directement tous les systèmes RTS. Toutes ces box, en tout cas, on pourra, enfin, sauf sur la partie connexion, terrasse et fenêtre, on pourra interphaser tous les systèmes de sécurité Somfy, que ce soit les caméras IP intérieures-extérieures ou une alarme Somfy Keeper Pro, voire l'option pour la Taoma Premium. Ils font un pack Serenity avec une alarme intégrée dans le petit boîtier en dessous qui contient une sirène intérieure. Et l'alarme grand public de Somfy avec son alarme intérieure et son alarme extérieure et puis ses différents capteurs. Elle gère les 3 assistants vocaux principaux et via l'IFTT, on peut intervenir et communiquer avec plein d'autres scénarios et appareillages qui ont la passerelle IFTT. Et enfin, il y a tout plein de grandes marques partenaires qui se sont alliées à Taoma pour le pilotage de
leurs différents matériels et produits, que ce soit dans le chauffage ou le grand avec d'autres systèmes, comme les produits Netatmo, des choses comme ça. Et si on rajoute effectivement des cartes supplémentaires, enfin des modules supplémentaires à la version Ride-in ou une clé, on peut effectivement interphaser des interrupteurs EN Océan. Pour les micromodules, c'est pas certain en fait, ce sera vérifié, à confirmer par d'autres collègues. Le Z-Wave ou Zigbee par exemple. Quand on compare, on verra en fait que c'est bon, la version connexion est plus simple à installer, nécessite vraiment très peu de connaissances et c'est très user-friendly. C'est pas ce qu'on proposera, je pense, en tant qu'intégrateur. On partira plutôt sur une Taoma Premium quand on veut faire peu de travaux parce qu'elle propose justement une installation simple et on ira sur la Taoma Ride-in pour faire beaucoup plus de choses, pour une installation neuve et les promotions immobilières qui seront évolutives dans le temps pour le particulier qui achètera son appartement. La Connexoon, c'est vraiment do it yourself. En tant qu'intégrateur, on l'utilise quand même très rarement. Le client n'a pas besoin de nous pour paramétrer une Connexoon, la plupart du temps. Oui, c'est vraiment. Enfin, ce serait pas intéressant pour nous et pour le client, je pense qu'on lui installe ce type de produit. Et on verra que ce produit est tellement limité. Enfin, normalement, ils annoncent un maximum de produits de 10, mais a priori, bon, en fonction du type d'appareillage qu'on utilise, on pourrait aller jusqu'à 12. Très peu de scénarios pour la partie Connexoon, tout ça. Et puis pas de gestion des caméras IP, enfin très peu de protocoles. Après, on verra que les deux versions Taoma ont la même gestion de mémoire, au même niveau de mémoire, toutes les deux, et permettent vraiment de multiples, en tout cas jusqu'à 200 équipements qui sont conseillés par Somfy. Mais on verra que ça peut accepter en fonction de différents protocoles un certain nombre de produits, 50 maximum RTS, 100 EN Océan, des Z-Wave jusqu'à 200, capteurs et détecteurs d'alarme Somfy jusqu'à 50, des caméras par contre jusqu'à 5 seulement, et 20 lanceurs de scénarios pour cette Taoma. Une des grandes forces quand même de ces box, c'est évidemment la compatibilité avec IO et avec RTS, puisqu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui permettent de dialoguer avec ces protocoles. Il y en a bien sûr, mais il y en a Directement, pas directement. par défaut. Je te laisse avancer parce que je vois qu'on a le slide 15 et pour le Il gardien y en du a temps. quelques-uns. Ouais. Voilà. Alors, et là, enfin, le gros avantage, c'est les scénarios journée par type de vie ou type de journée qui sont vraiment très, très pratiques. Après, on pourra interfacer jusqu'à 3 emails sur les versions Taoma et 3 numéros de téléphone pour recevoir les alarmes et différentes alertes. Côté mise en service, on va passer très rapidement. Donc, sur le boîtier Connexoon, en fait, là, on branche le produit, on enregistre les produits rapidement, simplement par un système de séquence. Et ensuite, on va activer le produit sur leur site web. Et après, on va télécharger l'application, rentrer notre compte et on pourra profiter de cette box. Voilà, le portail est très bien fait, l'application très simple d'utilisation. Une fois là, en place, la prise en main est très simple pour l'utilisateur. On y reviendra plus tard quand on détaillera Je pense que les là, tu peux interfaces. accélérer parce que de toute Ouais. façon, c'est des informations que les intégrateurs pourront retrouver ou sur Internet ou sur le site de la SBA, puisque les présentations que vous voyez là seront disponibles pour ceux qui le veulent. Voilà. En plus du replay. Alors, côté étape d'installation, pour la Taoma grande 3 étapes, branchez la box, créez votre compte et effectivement, créez le compte client à partir de votre espace pro. Et ensuite, vous ferez directement la configuration à travers de l'interface et où vous ajouterez les équipements un peu de la même manière que la Connexoon. Ensuite, vous pourrez personnaliser l'interface en mettant votre habitation, un petit peu de côté jardin, tout ça, et mettre dans chacune des pièces avec des différents niveaux vos différents appareillages. Une fois que vous avez tout paramétré, en fait, vous pourrez utiliser l'application Taoma très simplement.
Pour le côté Ride-in, il y a une application qui est spécifique aux installateurs qui permet normalement de gérer l'installation en mode hors ligne pour l'ensemble des équipements qui pourraient être intégrés sur un chantier type promotion immobilière en amont d'une connexion d'un utilisateur et en amont de la livraison d'une connexion Internet sur un chantier. Donc très pratique et qui se met en place en quelques clics sur l'application. Ensuite, on pourra télécharger l'application Taoma pour aller plus loin. Côté installateur, voilà, on a un portail aussi spécifique dédié où on pourra justement activer les box de nos clients, activer nos box personnelles pour les showrooms, les choses comme ça, et surtout consulter avec le service Servigo l'état des box de nos clients via l'interface que vous voyez ci-dessous, et on pourra voir ces équipements, les alertes éventuelles qu'on aurait mises en place et prévoir ces interventions, planifier des interventions avec le client via cette plateforme en échangeant dessus. Côté interface utilisateur, bon, la terrasse, une présentation assez claire, soft, qui permet d'accéder sur un seul écran quand même à l'ensemble des fonctionnalités qui reste très limité sur ce produit, hein, avec un pilotage basique des appareillages. On peut mettre quelques scénarios qui sont, excusez-moi, qui sont seulement des scènes de vie en fait. On va avoir une capture des états. Alors, hop là. Il faut savoir que c'est une box, on n'a pas parlé prix, mais on va le voir tout à l'heure, qui est bien sûr basique, mais en même temps à un prix défiant toute concurrence, quoi. C'est 120 € si je ne me trompe, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, on en a pour son argent. Et voilà, il ne faut pas lui demander de faire plus que ce qu'elle sait faire. Et effectivement, je le vois dans le chat, quelqu'un le dit, on peut l'utiliser juste pour son API et puis vous faire le lien avec du I/O. Voilà, elle est faite aussi pour ça. Et du coup, côté scénario, oui, c'est juste des snapshots qui prennent des états en fait de vos fonctions, des états de vos appareils, et du coup, il va remettre juste dans un état. Ça ne va pas être des scénarios très améliorés sur ce type de produit. Et après, on peut avoir un état rapide de nos produits en le personnalisant sur cette petite interface et gérer aussi son audio. Et en fonction, si vous avez des capteurs Thermis Wire-Free IO, vous pourrez aussi, en fonction de l'ensoleillement, gérer des scénarios, on va dire, un petit peu smart en gérant les volets, les store bananes, des choses comme ça. Côté installation, gestion de l'installation, on pourra avoir un dashboard avec voilà, les échanges techniques qui ont été faits, enfin les changements d'état des appareils, une messagerie pour différents échanges et informations sur l'installation qu'on aurait pu notifier, les paramètres, et ensuite vous avez la partie compte utilisateur et puis une aide basique dans l'interface. Pour les options avancées, on pourra rajouter d'autres éléments à l'installation, générer des clés de sécurité pour le fonctionnement de l'IO avec les signatures, les envoyer pour les échanges. Ensuite, on va passer côté Taoma. La présentation sur l'interface web et l'interface sur tablette est identique. Pour la version smartphone, voilà, elle est un petit peu plus optimisée par rapport aux écrans. Donc, pour côté cas d'utilisation, on va effectivement piloter nos équipements, que ce soit en local ou à distance. Voici un petit peu le schéma des principaux équipements qu'on interface et icônes utilisées dans l'interface. On va piloter en temps réel effectivement tous nos équipements depuis l'interface Taoma. On va pouvoir aussi superviser les capteurs énergie, parce qu'on a des compteurs à impulsion qu'on peut interfacer soit avec le compteur de gaz, soit avec le compteur d'eau. Ou alors on a les compteurs d'énergie pour mieux gérer la pompe à chaleur ou tout ce qui est radiateur à chauffage électrique, et mieux savoir combien on consomme en fonction de l'installation. Enregistrer les équipements dans les favoris. Ensuite, on pourra créer des programmations personnalisées avec des scénarios un peu plus complets dans ce type-là. Pour voilà, on va détailler nos scénarios de vie un petit peu, planifier pareil nos scénarios, ce qu'on veut dedans et comment on va jouer le scénario, à quel moment il va se déclencher ou qu'est-ce qui va déclencher un scénario.
Côté agenda, on va pouvoir créer en fait des journées types et après les insérer dans notre agenda en fonction du dimanche ou de la semaine ou voilà, ou si ça change que vous êtes en vacances, vous pourrez sélectionner vos journées types et les glisser dans votre agenda. Une fonction très pratique pour certains cas et certains besoins. Et ensuite, la maison va interagir en fonction des différents capteurs qu'on pourra mettre, en fonction du changement de la lumière, le lever, coucher de soleil et les différents changements de température, ensoleillement, ainsi de suite. On pourra faire des scénarios un peu plus conséquents, mais qui resteront quand même assez simples et limités. Quelques extras sur la Tahoma Box. On a un petit bouton qui nous permet de lancer des scénarios, qui est directement intégré sur la face avant, qui est transparent, mais il existe et il a le mérite d'exister. On pourra aussi, via le tableau de bord, pareil, superviser toutes les actions qui ont eu lieu sur les informations, sur notre installation. Et enfin, on pourra gérer notre compte de la box, revoir toutes les informations liées à notre box, le code PIN, l'adresse et plusieurs informations techniques sur notre installation. Avec la Tahoma, on pourra faire toute la gestion de sécurité, justement, comme je disais, on peut paramétrer directement des équipements comme le pack Serenity, avec le socle qui va se poser sous la Tahoma Premium, où on pourra gérer directement des appareillages IO alarme en direct avec l'une ou l'autre des Tahoma, ou interfacer encore une HomeKeeper Pro ou une ancien système d'alarme avec une procédure un peu différente que pour cette partie-là. Encore, si on voudra aller plus loin pour cette Tahoma Somfy, voilà, il y a une API, enfin des API qui sont totalement documentées sur le site de Somfy et qui vont permettre d'interagir justement avec ces 3 box très facilement et du coup se personnaliser si on le souhaite, créer sa propre interface ou superviser notre installation avec par exemple JDOM. Enfin voilà, tout est déclaré sur le site, on peut s'inscrire et avoir toutes ces informations-là. Précisons très que pratique. ces API ne fonctionnent que dans le cloud. Elles ne fonctionnent pas en local. Oui, c'est uniquement cloud. C'est important de le dire. Alors, côté grille de critères R2S, voilà, on est indépendant d'une connexion Internet, hormis pour la Tahoma Raidin, où les fonctions seront très limitées en local dès qu'on n'aura plus de connexion Internet. Ça, c'est vraiment une problématique. Même pour l'utilisation, voilà, les fonctions resteront très limitées. On sera indépendant du cloud du fabricant pour l'utilisation, c'est pas possible. Indépendant des paramètres, de paramétrage du routeur, tout ça, en fait, oui, il n'y a pas de configuration spécifique à faire pour l'intégrer à un réseau et avoir accès depuis Internet à notre box, puisque tout passe par le cloud, en fait. La reconfiguration d'une Tahoma, si par exemple celle-ci a brûlé, est-ce qu'on peut faire un fichier de paramètres indépendants pour récupérer toute l'installation? J'ai pas vu ce point-là aujourd'hui. C'est une vraie question en fait. Est-ce que c'est lié au compte client simplement ou voilà, ce serait une question à répondre que je dois aller un peu plus loin dessus. Donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre réellement à cette question, mais je ne pense pas. Non, je pense pas. La configuration ne nécessite pas d'avoir une formation ou certification imposée. Non, le fabricant n'oblige pas. Après, il va faire des formations spécifiques qui sont fortement recommandées pour les débutants en smart home. Si on est électricien et qu'on a très peu de notions sur Internet et la gestion des protocoles radio, c'est pas accessible pour forcément tout le monde. Voilà, l'importation, l'export et l'import de configuration aujourd'hui, je ne sais pas trop. Après, j'aimerais avoir le retour des installateurs pro qui ont fait beaucoup de promotion de la version Raidin. Est-ce qu'on peut dupliquer les installations, ce qui serait très utile pour optimiser les chantiers quand il y a 40, 80, 100 logements à livrer?
qui On serait peut, du même on type. peut importer ou exporter des clés de sécurité IO, puisqu'il y a un menu qui permet de faire ça. Quand on a par exemple des Velux ou des produits de ce style-là, il y a possibilité effectivement d'importer ou de réexporter ces clés de sécurité. Mais je ne crois pas qu'on puisse exporter la configuration complète. Non, à ma connaissance non plus, hein. On est obligé de refaire chaque configuration manuellement. Ok, je te laisse continuer. Les assistants vocaux, bien sûr, les trois. L'ajout d'équipement ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. Oui, effectivement, ces 3 box sont faites vraiment pour ça, et c'est pour ça que l'utilisateur peut, via son interface Taoma ou directement via l'application Connexum, ajouter des éléments. Dispose d'une application smartphone, internet, web, effectivement. Il n'y a que Connexum qui sera uniquement sur smartphone et tablette et pas d'interface web. L'interface utilisateur est personnalisable pour chaque profil utilisateur. Non, alors là, Pas de gestion. pas de gestion utilisateur sur les Taoma. L'accès de la solution nécessite de s'authentifier de manière sécurisée. Oui, il y a une interface sécurisée. Je n'ai pas regardé vraiment le niveau de C'est sécurisation. un email à mot de passe. Bon, si on appelle Mais- ça sécurisé, c'est sécurisé. C'est un email à mot de passe. Il n'y a pas de double authentification. Il y a une sécurisation, on va dire, tout ce qui est plus basique. Ensuite, Et le logiciel de gestion de parc, effectivement, Somfy propose cette solution via le compte installeur sur installateur pro sur le site de Somfy. En conclusion, je vous mets quelques prix. Effectivement, la Connexoon, on peut, en fonction, bon, c'est des prix publics, ça peut varier en fonction des différents fournisseurs, des promotions web et ainsi de suite. Mais on sera à hauteur de 150 € pour une Connexoon, plutôt dans les 250 à 300 € pour une Taoma. Premium, et pour la version Ride-in, on sera plutôt dans les 400, pas loin de 400 €, 430 €. Ça dépend encore une fois d'où est-ce qu'on l'achète. Les caméras extérieures à 270 € environ. Des détecteurs IO connectés qui seront dans les 95 €. Différents micro-modules, que ce soit RTS ou IO, seront entre 50 et 100 €. Vous pouvez avoir la clé justement USB Zigbee ou Zigwave qui est entre 60 et 70 €. Et par contre, pour le module en Ride-in, ce sera plutôt aux alentours des 130 € pour ce module-là. Ça fait quel En conclusion, on retiendra que cette partie installation pour l'intégrateur est vraiment fluide, rapide, hyper accessible. Avec seulement quelques notions, on arrive à gérer cette box. On n'a pas forcément besoin d'une formation d'une semaine pour apprendre à la gérer. Pour chaque situation, le point fort de Somfy, c'est qu'ils ont créé un petit peu pour chaque situation une box adaptée. On parlera du logement neuf avec le Ride-in, de la version premium de la Taoma pour une installation déjà aux normes où on veut faire que très peu de travaux. Et la Connexoon vraiment pour la partie hyper light de la domotique pour quelques appareillages. Voilà. Les multiprotocoles sont vraiment le point fort avec le nombre de partenaires, la passerelle IFTT et l'accès via l'API documenté qui est vraiment un très très gros point fort à ce niveau-là. Après, voilà, les moins, c'est que l'interface graphique de l'utilisateur est très peu personnalisable. Et il y a même cette partie gestion des droits utilisateurs qui manque. il faut dire qu'elle est quasiment pas personnalisable du tout. C'est-à-dire que l'interface utilisateur, c'est celle qui a été définie au départ et on ne peut pas ni changer un icône, ni déplacer un icône. On peut pas beaucoup agir sur l'interface utilisateur. Ça Voilà. reste très standard. Ça reste vraiment basique, ouais. Et lorsque la connexion Internet est KO, les fonctionnalités de ces box sont ultra réduites, voire inexistantes pour la connexion, je crois. Oui. Le reste des Pas perdre solutions. Internet, quoi. Comment? J'ai dit, il ne faut pas perdre Internet. Il ne faut pas perdre Internet, mais quand on change d'opérateur ou quoi, c'est vrai que des fois, ça peut être assez handicapant, presque.
Et le reste des solutions hors IO et RTS restent très peu compatibles, malgré ce qu'on pourrait croire, et avec des latences importantes qui sont liées au cloud, quoi. Quand on lance des commandes avec les modules Zigbee, choses comme ça, c'est assez lent. Donc globalement, en tant qu'intégrateur, moi je trouve que cette solution, en tout cas, répondra parfaitement à beaucoup de besoins, que ce soit en tout cas l'accessibilité pour l'utilisateur qui va vraiment être user-friendly, très simple, l'interface, bon, elle reste pas totalement personnalisable puisqu'on peut juste jouer sur les icônes, mais ça reste une box hyper performante qui va répondre à quasiment tous les besoins d'un particulier standard. Et la version, en tout cas, Ride-in sera vraiment pour moi une solution pour le neuf et les promotions immobilières à venir, car très évolutive par la suite pour le client qui prend la propriété d'un appartement avec une Taoma pourra avoir des options illimitées après sur les éléments qu'il voudrait rajouter à son installation, puisqu'à la base, s'il a déjà son serveur de domotique intégré, pourra gérer certainement, voir ses consommations, puisqu'on rajoutera certainement à ça un compteur d'énergie. Et après, voilà, l'utilisateur aura le choix ou pas de mettre divers modules et variés pour gérer l'ensemble de son installation dans son logement, quoi. Ok, bon, écoute, merci. Dans les commentaires qu'on a eus, Émilie de Orange Projet Maison Connectée nous signalait que Taoma va sortir une nouvelle box qui s'appelle Switch et qui va sortir au mois d'avril. Voilà, je pense que ça sera l'occasion de revenir dessus, parce que je ne connais pas du tout ce projet Cette solution. Taoma Switch, qui intègre d'ailleurs des boutons pour lancer des scénarios aussi. Donc voilà, ça sera l'occasion de revenir pour présenter cette quatrième box donc de Somfy. Bah écoute, Pierre, c'est super. Tu regarderas un petit peu pendant que tu parlais, il y a eu pas mal de discussions. Je pense qu'on a pu répondre dans le chat à tous ceux qui avaient des questions sur, par exemple, sur MyFox, puisqu'on le sait, Somfy a racheté MyFox il y a quelques années, mais a priori, les produits MyFox ne sont pas intégrés dans la Taoma. C'est ce qu'on me dit. Moi, je n'avais pas la réponse, mais Alexis l'avait et nous l'a donné. Donc, merci pour cette excellente présentation. Tous les slides que tu nous as montrés seront bien sûr accessibles et on l'a en résumé, quoi. C'est une box multi-protocole qui a le mérite d'exister, qui n'est pas très compliquée à paramétrer, qui répond à pas mal de critères. Après, elle a le défaut, effectivement, de dépendre beaucoup d'Internet et de ne pas proposer l'intégralité des fonctionnalités des protocoles. Par exemple, quand on dit qu'elle est Z-Wave, elle est Z-Wave, mais elle fonctionne qu'avec très peu de produits Z-Wave. Comme tu l'as dit, pareil pour le Zigbee. Et c'est des préoccupations qu'on rencontre sur d'autres box qu'on a déjà présentées par le passé. On va essayer de tenir le timing. Donc, je vais donner la parole à Karl qui va nous présenter donc la box Lidl. Donc, nous partons en Chine directement. Ou pas. Ou pas. Enfin, si, on sait que je voulais faire une vanne avec Lidl, avec leur publicité, parce qu'ils sont très agressifs en publicité. Mais je n'ai pas trouvé la vanne, alors tant pis. Ça sera pour Sur toutes les bonnes choses ou ils appellent Allô patron. Voilà. le patron, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Lidl Smart Home, beaucoup d'imagination dans le monde de cette box. Karl, c'est à toi. Écoutez, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter une box que tout le monde veut avoir chez soi. Forcément, surtout Olivier Darnaud qui va suivre ma présentation, qui donc va compléter ce que je vais faire. Vous verrez que, bon, il y a eu beaucoup de débats. Nous, on est intégrateur, donc forcément, présenter une solution comme Lidl, ça peut paraître choquant en premier point de vue, c'est certain. Ce n'est pas forcément ce qu'on déploierait chez nos clients, mais bon, ça existe. On voulait aussi présenter quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on présente habituellement, ce qu'on installe chez nos clients, pour montrer ce que peut avoir le grand public finalement.
et vous allez acheter votre camembert, vos fruits et vos légumes, et puis vous achetez votre box domotique. Maintenant, c'est ça. Donc, c'est quand même une révolution en soi, parce que c'est la première fois finalement qu'on peut trouver de la domotique directement à côté de son rayon fromagerie. Donc voilà, on pensait que ça avait un intérêt de présenter et surtout que c'est sorti il n'y a pas longtemps, ça fait beaucoup de buzz sur Internet. Donc voilà, venons-en aux faits. Je vais vous partager mon écran. Ça veut dire que tu as réussi à en trouver une quand même, parce qu'il paraît qu'elle est déjà en rupture de stock. Alors moi j'ai de la chance, quand j'y suis allé, il en restait un petit peu. Mais les bacs étaient vraiment vides, alors que j'y suis allé le jour même où c'est sorti. Est-ce que les bacs étaient pleins le matin à ras-bord? Je ne peux pas le savoir, mais je pense que relativement oui, parce que chez Lidl, quand ils font des coups comme ça, avec des bas prix, ça part comme du petit pain. Et Puis c'est le principe. ils savent communiquer, quoi. On les voit. Ouais, ils savent communiquer, ils le font à l'avance. Il y a eu énormément de blogs qui ont parlé de ça. Ça a été très bien amené, la communauté a suivi. Donc, oui, je pense que les gens sont allés acheter, ne serait-ce que pour tester, parce que vu le prix que ça coûte, voilà, c'est Vas-y, parce qu'on est mort d'impatience. Allez. Alors, attends, il y a quand même une info importante, c'est que le principe de Lidl, c'est qu'ils font des coups et en fait, ils les vendent avec peut-être 6 mois d'intervalle. Là, 3 semaines après, ils le reproposent à la vente. Ouais, alors ça va rester, c'est une offre qui va rester, c'est une offre qui va être complétée, vous allez voir dans la présentation. Donc, c'est pas quelque chose qui est éphémère, hein, qui est venu une fois et puis on n'en a plus, pas du tout. L'idée, c'est de s'inscrire dans le temps. Ils ont vraiment envie de faire partir des acteurs du marché. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu Action qui a commencé comme ça, à aussi vendre des prises connectées à pas cher. Alors, on ne va pas tous les présenter, mais oui, je pense que ça va rester. Et moi, je suis allé aujourd'hui pour voir juste par curiosité. Il y avait des produits, donc ça a été renouvelé. Voilà, et c'est quelque chose qu'on verra. Donc, moi, j'achète toute ma domotique à l'eau chaussure depuis très longtemps. Bien sûr. Vas-y, parce que là, on meurt en impatience. Ok. Bon, l'idée, je vais vous présenter donc la solution de Lidl qu'ils ont appelé Home Smart Home. Ils ne sont pas trop emmerdés. Donc, le principe, c'est que vous achetez une passerelle de communication. La passerelle de communication, pour ceux qui connaissent les produits Philips Hue, c'est exactement la même. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à celle de Philips Hue, même taille, même factor. Elle est juste un peu plus légère. Voilà, elle se branche avec un câble RJ45. Elle a besoin du câble RJ45 pour pouvoir faire sa connexion. Ce n'est pas le Wi-Fi qui prend la part dessus. C'est obligatoire. Elle est livrée avec un petit câble Ethernet d'un mètre. Voilà, une alimentation classique en USB-C sur une prise d'alimentation. Donc, avec un smartphone, on pourrait la brancher. On pourrait même la brancher sur une batterie autonome, puisqu'elle consomme très peu. Derrière, le cœur, c'est quand même du Zigbee 3.0. Donc, c'est quand même le protocole à l'heure actuelle qui est le plus en vogue. Depuis 1 an, tout le monde s'y met, les plus grands acteurs font du Zigbee. Petit à petit, le Z-Wave perd pour nous de la place. Elle a une puce Wi-Fi en 2,4 GHz. Alors, la puce Wi-Fi, elle est là pour faire fonctionner les appareillages qui sont Wi-Fi. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits en Zigbee, mais il y a aussi un petit peu d'appareillage en Wi-Fi. Donc, c'est un peu le même modèle que le Zigbee 3.0, 20 ça veut dire 20 €. La box coûte 19,99 €. Je vous ai fait l'économie des 1 centime qu'ils nous offrent. Donc, en effet, cette box-là coûte 20 €. Si on compare à Philips Hue, par exemple, c'est 45 €. Donc, on a l'équivalent d'une clé Zigbee, finalement, avec une puce Wi-Fi à l'intérieur pour 20 €, c'est-à-dire rien du tout. Donc, c'est vraiment un prix très concurrentiel. La norme, c'est 70 mètres chambre libre. Ils ne communiquent pas du tout sur le nombre maximum que le coordinateur peut avoir de devices dessus. Donc ça, on n'a pas d'infos techniques plus loin que ce que je vous ai indiqué. C'est vraiment très vague. Donc, vous achetez ça et puis après, vous achetez les produits complémentaires. Donc, les produits complémentaires, le premier qu'on va retrouver, c'est une prise. Alors, la prise, elle coûte 10 €. Encore là, on est sur des prix planchers. C'est vraiment pas cher. Bon, elle a un petit bouton sur le dessus que vous voyez pour faire du on-off directement, si on n'a pas l'app. Elle est notée 16 ampères, donc c'est 3840 watts. J'ai mis théorique parce que je ne suis pas allé tester un appareil à 3800 watts, vu sa fabrication que vous verrez plus tard. J'ai un petit peu peur dessus, mais ça mérite de le dire parce que la plupart des prises connectées font du 10 ampères.
Donc, si vous voulez brancher, par exemple, une machine à laver qui prend énormément de courant au démarrage, ça saute. Fonction minuterie dans l'application, avec on peut changer le jour, mettre l'heure pour la démarrer à telle heure. Voilà. Fonction compteur à rebours pour l'éteindre. Mise en marche arrêt automatique en fonction du coucher et du lever de soleil. On a le changement d'automatique été-hiver. Je n'ai pas pu le tester. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une prise, toute d'une prise. Hein. Elle est blanche, elle est belle, mais elle est très encombrante. Voilà. Si vous regardez à côté, j'ai mis une INR. Si on compare à une Fibaro qui, elle, encore plus petite, c'est vraiment très encombrant. Alors, vous mettez ça sur une multiprise, ça prend tout le truc, vous ne pouvez pas en mettre à côté. Donc ça, c'est son plus gros défaut pour moi. Et le deuxième plus gros défaut, c'est qu'il n'y a aucun suivi d'énergie. Alors, nous, quand on s'en sert en tant qu'intégrateur, on a besoin de savoir combien ça consomme pour pouvoir faire des scénarios plus évolués. Par exemple, le suivi de consommation d'un frigo pour savoir alerter. S'il n'y a plus de consommation, ça veut dire que le frigo est arrêté. Donc, on va pouvoir savoir combien de temps il est arrêté. Pareil, on peut s'en servir pour tout un tas de choses, de suivi de consommation d'énergie, pour lancer une machine à laver le linge, savoir quand elle a été terminée. Donc, ça, on ne pourra pas. Donc, on va se résumer à faire du on-off avec. Oui, mais 10 euros. Mais 10 euros, on a pour ce qu'on a, voilà. Mais c'est vrai que s'ils avaient mis une prise peut-être à 15 balles avec le suivi de consommation d'énergie, j'aurais peut-être pris celle à 15. Ouais, mais il y en a d'autres qui le font. Mais il y en a d'autres qui le font, mais pas au même prix. Donc, voilà. C'est du on-off classique. Les ampoules, ils sont assez forts. Ils ont sorti de suite 3 types de culots. Le GU10 à gauche, au milieu, le gros, le 27 qu'on a le plus souvent dans les maisons maintenant. Pas de baïonnette. Et le petit en E14. Donc, ils ont sorti aussi bien en couleur blanc chaud, blanc froid, qu'en couleur. Et ces ampoules que vous voyez coûtent uniquement la première en blanc chaud, blanc froid, 8 euros. Et la plus chère, 9 euros. Donc, si on doit les comparer aux autres acteurs, Ikea, tout ça, on est moins cher. Il faut le dire, il faut aller après sur Amazon ou sur AliExpress pour trouver encore moins cher. Mais là, on a un produit qui est directement accessible au supermarché. Donc ça, c'est leur grande force. Moi, ce que je peux dire en test, c'est qu'au niveau de la lumière, elles sont un peu moins puissantes que les U. On les teste, aussi bien sur le blanc, donc chaud, blanc, froid, elles sont pas mal. Sur la lumière, elles manquent de luminosité. C'est-à-dire qu'il faut pousser, à ce moment-là, c'est dénaturé, c'est délavé, le rouge n'est pas rouge, quoi. Bon, voilà. Mais encore une fois, 9 balles, vous mettez des petites lumières dans votre maison, comme ça, de couleur, c'est pas mal. Troisième produit, alors là, c'est pareil, ça chez U, ça vaut, je crois, 80 euros. C'est un ruban de LED, donc de 2 mètres, avec une extension de 2 mètres possible. Alors, je ne les ai pas vus encore, hein, ils ne les ont pas proposé encore directement en 2 mètres. Parce que tu ne connais pas trop les gens, quoi. S'il vous plaît, si vous pensez à couper votre micro. Avec des potes, c'est plus simple, je pense, de le faire. Donc, je vous disais, donc on a une extension de 2 mètres qui n'est pas encore en vente, mais c'est possible. Alors, après, à savoir si l'alimentation supportera ça et si on n'aura pas de sifflement une fois qu'on aura mis une deuxième rallonge. Mais on est sur un prix vraiment défiant toute concurrence. Les LED, il y a 108 LED sur le bandeau de 2 mètres. Vous les voyez à l'écran. Donc, le principe, c'est qu'elles sont sur chacun sur une ligne. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas sur un bandeau LED où on peut faire varier les couleurs entre chaque LED. Hein, ça, c'est sympa pour faire des effets arc-en-ciel sur les bandeaux. Là, on ne peut pas. C'est ou tout bleu, ou tout rouge, ou tout jaune, etc. Donc, ça, c'est comme Philips Hue. Ils sont au même niveau. On n'a pas cette multivariation de lumière. Mais sinon, c'est un très bon produit. Il s'intègre en 2 secondes. Hein. C'est voilà, une belle rallonge dessus. Bon, il y a 2 boîtiers. C'est un peu chiant pour la déco, mais ça permet de s'équiper rapidement pour pas cher. Le produit, par contre, en termes de luminosité, est relativement très bon. Moi, j'aime bien. C'est très proche de ce que fait Philips Hue. C'est un petit peu moins qualitatif. Un autre produit, alors là, on n'est plus dans le Zigbee, on est sur du Wi-Fi. Ils ont sorti un radiateur soufflant céramique à 40 euros. C'est dingue. 40 euros, vous avez un radiateur tournant qui fait office en plus de ventilateur l'été. Donc, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas testé. J'ai regardé des tests sur Internet où ils l'ont testé. Ce que je sais, c'est pour ça, comme ça que je sais qu'il y a un contrôle vocal limité, notamment dans Google, où on peut faire que l'arrêt et l'allumage, donc allume-le, éteins-le, et faire l'oscillation dans l'application sur un Nest Hub si vous avez ça. Mais bon, on est à 40 euros, encore une fois, ça s'intègre dans l'application. C'est pas mal quand même. Alors, il faut savoir que là, le 1er mars, je vous annoncerai, mais beaucoup de monde ont dû peut-être le voir si vous suivez l'actualité, Lidl en France, parce que les produits ne sont pas les mêmes suivant où on va, hein, ils sont un petit peu de partout en Europe, ont annoncé la sortie d'une multiprise Zigbee, donc 3 prises indépendantes qui peuvent être
directement utilisés. Hein. Donc, ça veut dire que quand vous avez la prise à 10 €, là, vous avez 20 €, vous en avez 3. Et en plus de ça, vous avez 4 USB que vous pouvez charger indépendamment de ces 3 prises. Ça, je peux vous dire, ça va cartonner parce qu'il y avait des produits comme ça à l'époque en Zigbee, ils ont disparu en Z-Wave. Et c'était un produit qui servait bien parce qu'au lieu de mettre plusieurs petits modules comme ça sur la multiprise, on a directement une multiprise, elle est prête à fonctionner. Vous avez vos trois éclairages en direct que vous pouvez sélectionner. Une applique externe à 30 € en couleur, ça aussi, ça défie toute concurrence parce que chez EU, regardez les prix, ça va de 80 à 200 €. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifications. Et dernière chose qui manquait cruellement à leur environnement, c'est une télécommande. Parce que chez eux, ils ont cette télécommande, elle y ressemble d'ailleurs beaucoup. Elle est un petit peu plus grossière, mais elle fait les mêmes fonctions arrêt et off. Et puis, j'augmente et je diminue la luminosité. Elle sera vendue pour l'instant uniquement dans un pack où on achètera donc la Gateway, 3 ampoules de couleur blanche-jaune et cette télécommande. Je ne sais pas s'ils décideront de la vendre à part, comme a fait un peu après Philips, où ils proposent cette télécommande toute seule. Donc voilà, c'est quelque chose qui permettra de piloter, je crois, ils ont dit beaucoup de lumière. Je crois qu'il y a je sais plus, une cinquantaine de lumières directement avec ça qu'on pourra piloter. Bon, on va voir la praticité des choses derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet environnement va évoluer. Et là, ça, c'est des produits qui existent déjà, par exemple, en Belgique. Donc la Belgique, c'est juste à côté de chez nous. Hein, ça va arriver en France. Je pense que ça sera après, ça sera le buzz pour le mois de mai, je pense. Ils ont déjà des plafonniers en Zigbee, comme vous pouvez voir, aussi bien en 3 LED, des plafonniers suspendus, des plafonniers en dur, des réglettes, ils ont des grands panneaux LED, et pareil, les prix, ils cassent tout. Voilà. Et à côté de ça, ils ont des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, et même une sonnette. Donc finalement, et un interphone que j'ai vu qui sera en Wi-Fi. Donc finalement, si vous regardez bien, en termes d'éclairage, on a quelque chose qui correspond vraiment à l'univers de Philips Hue, tout le monde connaît, qui est bien inscrit. Ils viennent vraiment concurrencer cela. Et on pourra faire de l'allumage automatique dans le couloir à partir d'une certaine heure grâce au détecteur de mouvement. On pourra faire, si j'ouvre ma porte d'entrée, que ça allume ma porte, etc. Donc, on a quelque chose, un écosystème qui va se remplir petit à petit. Tout ça en Zigbee 3.0. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'architecture, hein, je pense qu'ici, on est plutôt des gens passionnés, donc on se doute un petit peu comment ça fonctionne, mais vous avez un routeur Internet qui est au centre, là on voit, c'est votre box Internet, votre Freebox, votre Orange, votre Livebox, etc. Et puis, vous avez la Zigbee Gateway, hein, c'est la passerelle qu'on a vue de chez Lidl, elle est connectée avec votre câble RJ45, et puis après, ça communique en Zigbee avec les différents modules en radio. Et tout ça est relié au cloud qui s'appelle Tuya. Tuya, je vais laisser Olivier tout à l'heure vous en parler dans le détail. Il faut savoir que c'est un acteur principal du marché du cloud dans les objets connectés. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ils sont associés avec eux parce que c'est la plus grosse frappe qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, derrière, vous pouvez attaquer ça par aussi bien vos portables que vos assistants vocaux, hein, que tout ce qui est objet connecté et faire un écosystème très large. Donc, bien entendu, c'est 100% cloud. Vous le voyez, ce n'est pas du tout local, mais c'est cette facilité d'utilisation aussi et ce côté pas cher. Je vais passer plus rapidement sur la partie de la mise en service, mais la mise en service se fait assez classique. Elle est faite pour que n'importe qui soit capable d'installer ça chez lui. Vous prenez un smartphone, vous installez l'application, elle est disponible pour Android ou pour iOS, vous créez votre compte. De là, il vous demande de connecter la passerelle va connecter en vert, vous mettez le câble RJ45, quelques secondes après, elle est reconnue, elle remonte dans l'application. Vous allez la voir directement là, et à partir de là, une fois qu'on a la passerelle, on peut rajouter les équipements. Donc les équipements, on peut rajouter sa prise, son éclairage, etc. Pas besoin de toucher à l'électricité, on change l'ampoule, on remet l'ampoule, comme c'est le principe. Le seul problème, c'est qu'il faut condamner ces interrupteurs, puisque pour qu'une ampoule connectée fonctionne, il faut que son alimentation soit là, donc bien entendu, on est obligé de laisser ça. Donc, Karl, oui, tu avais une présentation avec la note de l'appli à 4,9, c'est une copie d'écran du site ou c'est quelque chose que tu as vu? Parce que moi, je viens de vérifier, c'est à 3,4 aujourd'hui. Oui, parce que ça a dû chuter depuis, forcément. Il y a des gens qui ont acheté entre-temps. Ça reste une très bonne note. Si vous regardez les notations de Google et d'autres grands, souvent les gens qui notent, c'est les gens qui sont mécontents, il faut le savoir.
Donc, c'est une note qui est quand même, si on la remet sur 20, qui est pas mal, qui est encore à 13, tu vois, et qu'avant, elle était à beaucoup plus. Moi, je vais parler d'API, après, vous allez voir. Hein. L'API, elle fait le job. Très clairement, elle fait le job. Elle est simple d'utilisation, c'est très simple pour connecter les appareils sur l'API. Je ne vais pas vous mentir, ça fait la même chose que sur Philips Hue. N'importe qui peut y arriver, c'est quand même la grande force de ces applications-là. On voit qu'elle vient d'être créée, et n'oubliez pas que c'est un produit jeune, et donc comme toute application, il y aura sûrement des mises à jour, et elle ne pourra que progresser. En tout cas, c'est ce qu'on peut leur espérer. Donc là, vous voyez que quand même, dans l'interface je vous montre, on peut aller ajouter des ampoules, beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'écran précédent, je vous remonte très rapidement, là, celui-là, le deuxième screen, on voit quand même qu'il y a beaucoup de matériel. Il y a des capteurs, il y a des passerelles, il y a autre. On voit bon. Donc, ils ont déjà prévu leur application pour l'ensemble du matériel qui va arriver. C'est déjà dans le software. On le voit, c'est déjà inscrit là. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez installé vos ampoules, vos prises, votre passerelle, vous les retrouvez dans votre interface, vous les associez comme n'importe application à la pièce. Et puis ensuite, je vous montre quelques screens. Ceux de gauche, c'est pour pouvoir gérer la couleur de température de votre ampoule. Hein. Donc, on voit qu'on peut passer du blanc chaud au blanc froid. Et pour celle des couleurs, de la même manière, on a un disque de couleur. C'est tout à fait classique à ce qui se fait. Et avec un slider pour gérer l'intensité sur les éléments. Ce qui est intéressant, c'est les scènes. Maintenant, il n'y a pas une application qui ne sort pas sans ces scènes. Vous savez, les scènes, c'est les ambiances. Le fait d'avoir des pré-programmations de couleurs. Donc, ils font comme tout le monde, et ça, c'est pratique pour Monsieur Lambda. Il a son truc, je veux lire, il met sur mode lecture, et là, paf, on a la lumière à fond, la luminosité, et on a la couleur blanche. On veut, au contraire, une ambiance le soir, cheminée, ça va nous mettre dans la couleur chaude directement, et ça va baisser l'intensité. Donc ça, ces différentes ambiances, pour l'instant, on ne peut pas les transformer. Elles sont par défaut. On peut nous-mêmes enregistrer des choses, mais on ne peut pas la modifier. Si vous voulez changer un petit peu d'intensité sur une chose comme ça, même s'il y a le bouton éditer, ça ne va pas enregistrer. Donc, on va sûrement évoluer là-dessus. Et dernier écran, ce que vous voyez, c'est simplement quelque chose que Philips Hue fait aussi, hein, que beaucoup d'acteurs font, c'est-à-dire que ça utilise le micro de votre téléphone et ça permet de faire varier les luminaires en fonction de la musique. Vous faites une soirée chez vous, c'est parti, et vous avez les lumières directement qui changent de couleur en fonction de ça. Est-ce qu'on peut faire couper le micro? Je ne sais pas si on a la possibilité de couper le micro aux personnes. Alexis, tu peux. Alexis, s'il te plaît, non? Tu ne peux pas agir sur le micro? Bon, c'est très désagréable. Autre écran qui est intéressant, c'est faire les scènes. Donc, on a vu les ambiances préprogrammées et les scènes. Les scènes, c'est la base de la domotique, c'est faire un scénario. Alors, forcément, on n'est pas sur une box domotique. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir des scénarios très évolués. C'est d'avoir quelque chose de simple que l'utilisateur peut faire lui-même sans avoir aucune formation. Ça répond aux besoins. C'est-à-dire qu'on peut rajouter sur une prise, lui dire je veux que le jeudi, à telle heure, tu t'allumes et le soir, à partir de telle heure, tu t'éteins. C'est une fonction de base. C'est lié à un petit agenda. Alors forcément, on ne pourra pas faire quelque chose de compliqué, on ne pourra pas gérer des tonnes d'agenda avec des spécificités, mais on peut faire des scènes. Donc, ça répond, j'ai envie de dire, à 90% sûrement des besoins des gens qui veulent éteindre ou allumer leur lumière à partir de certains horaires, ou tout simplement au lever ou au coucher de soleil aussi, qui sont intégrés. Il faut savoir que Google a intégré très tard. Lidl l'a déjà intégré sur son application, c'est ce qu'on voit sur ce slide. On peut faire directement des ambiances un peu plus, des scénarios plus élaborés avec le fait que si je me lève le coucher de soleil à partir de telle heure, donc vous rentrez votre géolocalisation, à partir de ça, il récupère les éphémérides et il est capable de définir de l'extinction automatique, par exemple, sur de la lumière. Donc, vous voyez, finalement, on a quelque chose d'assez classique dans une interface qui est propre, qui est épurée, qui est tout à fait dans les standards actuels de ce qui se fait. Alors là, c'est des écrans qui montrent comment on intègre ça, parce que la force de Lidl pour l'instant, c'est aussi d'être directement connecté à Google Home. Donc, dans Google, vous allez dans votre Google Home, vous cherchez le service Lidl, comme n'importe quel service associé, vous faites ajouter un appareil, cherchez le service, vous trouvez Lidl, vous ajoutez, vous rentrez votre login, votre password, paf, ça se connecte directement, ça va récupérer vos ampoules et vos prises et ce que vous auriez.
ça se met dedans. Et puis, ça se pilote exactement de la même manière qu'une ampoule Philips Hue ou qu'une ampoule Z-Wave ou Zigbee et autres. Vous retrouverez la même interface qui est l'interface propre à Google. Donc, dernier stade, vous voyez, c'est les couleurs. Ça permet de changer les couleurs, changer la luminosité. Le contrôle vocal marche très bien. Allume, éteint, met à 50%, passe en rouge. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique sur Google Home. Le contrat est rempli. On a donc quelqu'un qui veut finalement s'installer tout seul sans aucune connaissance une ampoule et la contrôler avec son Google. Il peut le faire. C'est quand même fort. Tout ça pour 30 € si on compare avec l'ampoule et la Gateway. Je vous ai mis des concurrents parce que finalement, on a dit c'est très grand public, on va acheter ça au supermarché, mais Ikea avait ouvert la porte. Ikea, c'est le premier qui a ouvert la porte à ça, c'est-à-dire que quand vous allez acheter vos meubles, ils avaient déjà commencé à pouvoir vendre des ampoules, mais après, ils ont créé leur propre gamme d'ampoules connectées. Eux aussi utilisent le Zigbee. Ils sont un tout petit peu plus chers chez Ikea. Ils ont un petit peu plus d'appareils puisque maintenant ils ont des petits boutons. Ils ont notamment les rideaux qui intéressent beaucoup de personnes, mais puisqu'ils ont des rideaux en Zigbee. Voilà. Mais ils sont un petit peu plus chers quand même. Donc peut-être qu'ils s'aligneront après, je ne sais pas. On verra. Je vous ai mis des exemples de prix pour comparer quand même avec Philips Hue. J'avais une question, moi, Karl. Ouais. Les produits que tu présentes, les autres produits Ikea, etc., ils sont interopérables avec la box Lidl ou pas? Alors absolument, j'ai pas testé dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai pas testé de prendre une ampoule Ikea pour la mettre sur la Gateway de Lidl, d'accord? Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est possible que non parce qu'il y a peut-être des petites spécificités d'implémentation et qu'ils ont prévu que leur appareil pour l'instant. Par contre, vous allez voir que on a quelque chose qui s'appelle Smart Life. Smart Life, c'est le gros, c'est Tuya en fait, c'est l'application sous Tuya. Et là, il y a des tonnes et des tonnes de produits. Et donc, vous pouvez intégrer ce que vous voulez là-dessus. Donc, inversement, les produits Lidl s'intègrent sur l'application Philips Hue, je n'ai pas testé sur l'application Ikea. Mais il y a de fortes chances parce que s'ils respectent la norme Zigbee 3.0, ça doit pouvoir intégrer très facilement. C'est quand même dingue que Zigbee ne soit pas toujours compatible avec Zigbee. Mais il peut avoir le cas et c'est quand même un truc de fou. Après, c'est une question d'interface sur l'application. On va le voir. Moi, je l'ai installé sur d'autres systèmes. Mais on voit que c'est quand même les mêmes produits, ça vient du même endroit. Je pense que, bon, il y a des petites spécificités. Olivier en parlera après tout à l'heure sur la fabrication même. Mais au niveau des puces Tuya, c'est toutes les mêmes. Faut pas chercher loin. Bon, Xiaomi aussi, c'est un des premiers qui est rentré sur le Zigbee il y a très longtemps. Avant, il fallait acheter en Chine, sur AliExpress, sur Alibaba, etc. Maintenant, on les trouve même en France. Ils ont un store, beaucoup de distributeurs français les proposent à la vente. Donc, ils sont très concurrentiels aussi, ils sont très qualitatifs, ce Xiaomi. Donc, voilà, je voulais indiquer. Et puis après, il y a la gamme un peu au-dessus en termes de qualité et de coût aussi, CU notamment, puisque vous voyez les prix, des fois, on a le facteur 6 quand même, c'est pas rien. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui veut s'équiper à bas coût dans une maison pour faire un petit appartement, il met du Lidl, il a ses lumières connectées pour 5 fois moins cher que Philips Hue. Donc, il faut y réfléchir. Donc, c'est vrai que Philips Hue brade ses produits régulièrement sur Amazon et sur d'autres plateformes. Mais voilà, question rapport qualité-prix, on voit bien ce que ça donne. Je vais vous parler des intégrations système, parce que tu demandais. Donc, ça, c'est des prises d'écran de l'interface de Smart Life. Donc Smart Life, ça ressemble, si vous regardez, si vous connaissez aussi l'application de Xiaomi et Aquara, c'est exactement la même chose. On retrouve les catégories sur la gauche et quand on ouvre, il y a tous les produits. Un jour, vous ouvrez celle de Xiaomi, vous allez voir, ils ont des appareils que, quand ils ont une Pléthore, ils doivent avoir 2000 appareils dessus. Donc, c'est quelque chose on ne sait pas nous, mais il y a un écosystème de dingue. Donc, l'avantage, c'est que si vous voulez utiliser Smart Life, les produits Lidl fonctionnent dessus. Et donc, du coup, vous pouvez les connecter avec d'autres produits qui ne sont pas Lidl et ça fonctionne en toute transparence. Mais l'inverse, pas forcément. Pas forcément, parce que ce n'est pas le but. Smart Life, c'est l'intégralité globale. Lidl a sorti sa propre application pour ceux qui voudraient acheter juste du Lidl. Donc, ce n'est pas déconnant en termes de positionnement. Je ne veux pas dire que peut-être plus tard, ils feront évoluer leur application, mais il n'y a pas d'intérêt. Beaucoup de gens, finalement, installent directement sur Smart Life parce que sur la plateforme Lidl, pour l'instant, il n'y a que Google Home. Alors que sur Smart Life, on a Amazon. Débordé au niveau de temps. Alors, je vous montre vite fait des écrans. Donc, c'était juste pour vous montrer que ça peut être intégré. Sur U, c'est intégrable aussi. Donc, vous bénéficiez de l'application U si vous préférez. C'est pas mal.
Alors, bien sûr, on n'aura pas les fonctions que eux ont sur leur lumière, notamment quand on redémarre le courant pour reprendre au niveau de luminosité où c'était. Voilà. Et Alexa, si vous savez que maintenant, les derniers échos de chez Alexa intègrent une puce Zigbee. Ceux qui ne savent pas, le contrôleur vocal a une petite puce Zigbee à l'intérieur. Ça fonctionne. Les produits de Lidl, vous démarrez votre prise Lidl, vous dites Alexa, recherchez nouveaux appareils, puis pouf, quelques secondes après, elle est directement dans Alexa. Donc ça aussi, c'est de la simplicité. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il veut, il a déjà son Amazon Echo, il rajoute une prise, Alexa, c'est transparent. Et ça fonctionne. Et donc, il y a le contrôle vocal sous Alexa dans ce cas de figure. Un autre test que je voulais vous montrer, c'est que sur Idomus, ils ont la Z-Gate. Alors, la Z-Gate, c'est une petite clé Zigbee faite par un Français. Et elle est totalement intégrée dedans. Et donc, ça fonctionne sur Idomus avec cette clé Z-Gate en local. Donc, les prises et les lumières. Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas testé. Ça, ce n'est pas mon écran. Mais des personnes l'ont testé et ça fonctionne. Moi, j'ai testé chez moi les produits avec une JDOM. Vous savez que je suis plutôt JDOM. Donc, ça marche parfaitement. Voilà, c'est la prise d'intégration de la prise et des LED. Ça se fait en 2 secondes. Je n'ai pas eu besoin de me mettre à 1 mètre du contrôleur. Je me suis mis, j'étais à 10 mètres de distance. J'ai appuyé instantanément. Ma prise et mon bandeau LED se sont inscrits dans mon contrôleur Combi. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'on dit souvent que l'appairage n'est pas facile en Zigbee ou en tout cas est moins facile qu'en Z-Wave. Vous voyez que dans ce cas de figure, ça n'a pas du tout été le cas. On retrouve directement les commandes qui sont directement créées dans le plugin de Zigbee de JDOM. Et après, on peut faire des scénarios beaucoup plus avancés que ce qu'on peut avoir sur une passerelle Lidl, forcément. Donc, on retrouve toute la force. On peut le mélanger avec du Z-Wave, avec ce qu'on veut. Donc, c'est là où, pour moi, est la force, c'est que finalement, on peut intégrer ces produits dans notre écosystème à nous et non pas les voir uniquement comme quelque chose en tant qu'intégrateur, comme quelque chose qui est lié à la passerelle. Nous, on privilégiera d'acheter les produits et de les mettre sur notre solution directement en local. Ça, c'est important. Est-ce qu'on peut être R2S avec Lidl? Si tu le mets si tu prends les produits hors cloud, c'est-à-dire hors TUA, sans leur passerelle et que tu les intègres directement dans JDOM, tu es R2S. Par défaut, puisque tu mets la box, la couche basse. Mais si on prend la box, c'est ce que j'ai noté là sur l'application, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça nécessite une connexion Internet. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu veux aller sur le cloud TUA, il te faut une connexion Internet. Déjà, là, on n'est pas R2S. De la même manière, tu peux utiliser par contre ton système en local parce que le Zigbee continue à fonctionner en local sur la propre box, sur leur propre passerelle, mais tu es dépendant forcément du cloud du fabricant. Donc, le paramétrage du routeur, il n'y en a pas à faire. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Il branche, il connecte, ça ouvre les ports, ça part tout seul. Donc, il n'y a rien à faire. Pas besoin de s'occuper d'adresse IP ou quoi que ce soit. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Reconfiguration d'une installation sans accès à un fichier de configuration, oui, c'est le principe, c'est que c'est tout dans le QA, donc c'est juste ton compte qui est lié. Par contre, ça reste du Zigbee, donc c'est associé à la passerelle, donc même problématique sur IO. Donc à ce moment-là, si vous voulez les enlever pour les remettre par exemple sur une JDOM parce que vous avez sur la passerelle avant, il faut enlever l'appairage. On fait un reset du produit et puis on peut le remettre sur une JDOM et c'est fini. Okay. Voilà, solution grand public. Installation peut être exportée, non, forcément. Pour l'instant, c'est compatible par défaut dans l'application Lidl uniquement avec Google. Par contre, comme vous l'avez vu, on peut le rendre compatible avec Smart Life et Echo sur Amazon. Et pour Apple, je pense que ça va attendre un peu parce que Apple, il n'a peut-être pas envie d'avoir une image de bas prix avec des produits à 10 balles. Donc oui, l'ajout de nouveaux équipements ne nécessite pas d'un professionnel, c'est du grand public. On a une application, l'interface est personnalisable, non, pour chaque utilisateur, même l'interface tout court. L'accès à la solution de se sanctifier par le compte Google Store, pas d'abonnement. Dispose d'une API complète, non, bien entendu que non, mais par contre on a la couche Zigbee qui permet d'intégrer les produits. Et pas d'outil de gestion de parc puisque c'est du grand public, encore une fois. Bon. Vous avez compris, la conclusion, moi, que je vais vous faire, les plus, c'est un produit vraiment tourné vers le grand public. Donc, ce qu'on retient, c'est que c'est facile d'utilisation. Les commandes sont rapides, en local, c'est instantané. C'est le Zigbee, ça, c'est la grande force du Zigbee. L'application dédiée, intégration possible sur l'application Philips Hue. Alors, quelqu'un qui aurait des Hue, il pourrait compléter ça serait transparent pour lui. On peut aussi bien le mettre sur Smart Life si on veut faire des commandes sur IFTT, etc. Contrôle vocal natif dans Google Home qui s'ajoute en 2 secondes.
et la tarification qui est, à mon sens, presque imbattable. En France, le seul concurrent finalement à ce niveau de prix dans des grandes enseignes, je ne parle pas de ce qu'on achèterait sur Amazon directement qui vient de Chine, c'est Ikea. Pour nous, en tant qu'intégrateur, la force, c'est que ça utilise Zigbee en norme 3.0 et donc c'est intégrable dans des solutions locales qu'on a pu voir sur du JDOM. Compatibilité plateforme, JDOM, IDOMUS, Home Assistant. Les moins, en termes de produits grand public, pour les gens, ce qu'ils trouvent, c'est que la prise est vraiment trop grosse. Donc, je pense que la multiprise va faire un carton. Pas de remontée de consommation, c'est quand même un plus que les gens souhaiteraient avoir. L'écosystème, il n'est pas encore complet, comme vous avez vu, il n'y a pas, mais bon, ça va venir. On voit bien que le 1er mars déjà, et puis vu ce qu'il y a en Belgique, ça va arriver. Contrôle vocal limité, dans certains cas de figure, et pas encore de Apple HomeKit pour ceux qui vous souhaiteraient additionner. Mais avec Homebridge, on peut intégrer quand même les solutions de Lidl dans Homebridge. Donc, on peut l'avoir sur Apple indirectement. Et en tant qu'intégrateur, nous, c'est un peu carton rouge par rapport au Cloud Tuya. Ça ne nous plaît pas trop, les intégrateurs. Et puis, les produits sont peu qualitatifs quand même. Si on doit regarder, on voit bien qu'on a un rapport qualité-prix. Voilà, on paye, on sait ce qu'on a. Donc, les alimentations, le type de SMD, l'encombrement. Et ça, je vais passer du coup la parole à Olivier qui va rentrer en détail là-dessus, sur cette partie. Merci beaucoup, Karl. C'était très, très intéressant sur ces produits qui viennent de sortir, qu'on ne connaît pas. Et on voit que les Chinois sont quand même meilleurs en virus. Et pour ce qui est de la conclusion, ce que je retiens moi beaucoup, c'est que tu as quand même pas mal aimé les produits eux-mêmes, les ampoules, etc., les rubans de LED, et un petit peu moins la box. Ouais, c'est que moi je suis pas Claude, donc forcément, j'aime pas être dépendant d'une connexion. Pas de connexion Internet, c'est quand même, c'est problématique. Par contre, tu dis qu'un intégrateur qui voudrait compléter une installation, qui a fait d'autres systèmes, qui a fait du JDOM ou autre chose, peut très bien prendre les produits, les ampoules, les rubans de LED, etc. Ouais, ça fait le job pour le prix. Alors après, il y a la qualité derrière. Il faut comprendre ce qu'on achète aussi. C'est toujours pareil. On ne peut pas avoir non plus une très grande qualité. Mais pour quelqu'un qui veut faire une petite installation, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a 4-5 ans, ça n'existait pas, ça. Faut se rappeler de combien coûtait une ampoule connectée à l'époque. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est de voir maintenant qu'il y a une démocratisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer forcément par l'intégrateur pour allumer une ampoule à la voix. Il y a 5 ans de ça, c'était impensable. Enfin, moi, je n'ai pas envie de supprimer les interrupteurs chez moi. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, on est bien d'accord. Olivier, tu vas me détester parce que je vais te donner un peu ce que tu veux. Ceux qui ne peuvent pas rester partiront. Mais voilà, je sais que c'est très intéressant ce que tu as préparé. Donc, je te donne un peu le temps que tu veux, mais on va essayer de faire quand même très, très court, quoi. On va essayer de faire court. En tout cas, moi, j'ai fait la même chose. Je suis allé chez Lidl, j'ai vu ça. Je suis waouh, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se passer quelque chose dans le monde de la domotique. Et donc, j'ai acheté tout ce qu'il y avait dans le rayon. Et je me suis dit, on va essayer de dépioter et voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si ta note de frais de Lidl à la SBA, elle va être remboursée. Je suis pas sûr. Je la prends pour moi, il n'y a pas de problème. Pardon. Donc, premièrement, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, configuration. Je prends l'appli et c'est ce que montrait Karl, je tombe là-dessus. Je me suis dit, ça, normalement, ça vous met la puce à l'oreille et vous savez que vous êtes sur du Smart Life et donc du Tuya. Donc, c'est effectivement, ça se présente de la même manière et toutes les applications dérivées du Tuya se représentent de la même façon. Qui dit Tuya dit derrière, donc c'est quelques chiffres, c'est une société qui a fait une levée de fonds, une société chinoise qui a fait une levée de fonds de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, 64% des communications cellulaires mondiales liées à l'IoT passent sur Tuya. 64%. Donc, clairement, c'est le plus gros acteur lié aux objets connectés aujourd'hui. Ils ont plus de 30 000 équipements compatibles sur leur système et plus de 100 millions d'objets connectés qui sont en action en ce moment sur la planète. Et donc, 20 milliards de demandes de connexion de périphériques et 10 millions d'interactions de l'IA par jour. Clairement, ce qu'il faut comprendre dans le modèle de Tuya,
c'est qu'ils récupèrent de la data. C'est un autre Amazon, c'est un autre Google. Leur modèle économique, c'est de s'infiltrer chez vous et de récupérer de la data. Ils ont 1 pétaoctet de données utilisateurs. Donc, voilà. Après, il faut juste en être conscient de ce qu'ils font après avec vos données. Juste pour montrer le principe, comment ils vivent de ça. Donc, l'application, quand on est fabricant, est gratuite. C'est-à-dire qu'en quelques clics, si vous voulez créer la même application Google, ça vous prend quelques heures via le site web de Tuya. Et après, le principe, c'est qu'on Tuya va vous facturer un abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, en fait, c'est tout bénef pour Lidl et pour tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire des produits, les utilisateurs vont l'utiliser quelques mois chez eux et puis peut-être les mettre de côté. Et au final, si on ne dépasse pas 100 000 ou 500 000 ou 1 million d'utilisateurs, en fait, le fabricant va payer relativement peu d'argent à Tuya. Donc, par contre, le fabricant type Lidl aura vendu plein de produits qui peut-être au bout de quelques mois vont plus être dans la circulation. Ça leur a coûté quasiment 0 pour développer l'application et derrière, ils n'ont pas d'abonnement, ils ne sont quasiment pas facturés par Tuya. Donc, c'est un modèle quand même relativement vicieux. Donc, ça, c'est pour le côté application mobile. Après, si on s'intéresse à la sécurité de Tuya, donc quand vous voulez le configurer en Wi-Fi, donc il y a une procédure qui s'appelle Smart Config. Et quand vous faites cette procédure-là, le gros problème, c'est que les paquets sont échangés en clair. Donc, potentiellement, si vous êtes dans le rayon d'accès du Wi-Fi du client, vous pouvez récupérer Alexis, est-ce que tu peux couper le micro de Quentin, s'il te plaît? Quentin Lefranc, si vous pouvez couper votre micro, ça serait super. Merci. Donc, si vous êtes dans la portée du Wi-Fi du client au moment où il y a cette procédure d'appairage, vous voyez en clair la clé Wi-Fi du client. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand la gateway se connecte au serveur Tuya, au départ, les communications sont non chiffrées. Donc, tout ça, vous pouvez le récupérer en clair. Donc, au niveau sécurité, c'est quand même des graves failles de sécurité sur le système. Donc, voilà, attention, soyez conscient de ce que ça implique à chaque fois que vous utilisez une application qui utilise Tuya. Après, je suis passé sur l'autopsie des produits parce que je les ai utilisés 5 minutes, j'ai vu ce que ça donnait, mais voilà, ça m'a chatouillé les doigts d'aller un petit peu plus loin et de dépioter ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, si on regarde, la GU10 et le 14. Donc ça, c'est l'ampoule GU10. Donc, quand on la dépiote, on voit très facilement, donc là, il y a le chip vendu par Tuya, on retrouve le fusible et des condensateurs. Condensateurs qui, pour cette ampoule, sont de pas trop mauvaise qualité. En général, sur les produits pas chers, ils sont plutôt à une centaine de degrés en termes de résistance. Là, ils ont opté pour des condensateurs à 130 degrés, donc c'est plutôt pas trop mal. Par contre, le problème vient de la radio. Alors, je vous ai mis la notice du module Zigbee Tuya. Vous pouvez aller voir à l'intérieur. Il est demandé de mettre l'antenne à au moins 15 mm d'une pièce métallique ou d'une autre pièce plastique. Or, l'antenne, elle est totalement accolée à la pièce métallique. Donc ça, déjà, c'est très, très mauvais en termes de performance. Par ailleurs, vous pouvez aller voir dans la notice, il recommande d'utiliser une antenne de longueur de 28 mm. Or, une antenne radio, il faut que ça soit extrêmement précis en termes de longueur. Ça joue en dixièmes de millimètre. Or, si on mesure l'antenne, vous pouvez constater qu'elle fera 32 mm. Et effectivement, ce n'est pas étonnant. 32 mm, c'est ce qu'on appelle du quart d'onde. Donc, en radio classique, c'est les antennes vendues en standard. Par contre, si on veut bien fonctionner avec ce module Tuya, et si on veut respecter leurs recommandations, il faut utiliser une antenne 28 mm. Donc, je ne t'entends pas, Pierre, Nicolas.
Je disais, c'est un rapport de la longueur d'onde. Exactement. Voilà, puisqu'on est en Zigbee, donc on est dans la bande des 2,4 gigas et l'antenne doit être forcément un multiple de cette fréquence. Sinon, on a des déperditions. Donc, effectivement, Exactement. c'est pour ça qu'on doit avoir une antenne de 28 mm. Alors, donc après, on a un problème de positionnement. Normalement, ce type d'antenne, c'est des antennes qui peuvent se mettre droites. Or, vous avez vu sur la photo d'avant, elle est complètement courbée. Donc, c'est ce qu'on appelle des antennes fouet. Et là, ça peut pas marcher. En tout cas, pas marcher correctement. Donc ça, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. L'antenne devait faire normalement 28 mm et aujourd'hui, elle fait 32 mm. Si on fait quelques calculs, on s'aperçoit que ça déporte de 300 MHz la bande de fréquence. Donc ça, normalement, c'est les bandes de fréquence qui sont utilisées pour le Wi-Fi, mais c'est exactement les mêmes pour le Zigbee. Et en fait, aujourd'hui, l'antenne qu'ils utilisent, elle vous décale en fréquence à 300 MHz de moins. Pour ceux qui ne sont pas très techniques, je vais le dire en 2 mots, on a une déperdition de portée qui est liée au fait que l'antenne n'est pas adaptée à la fréquence d'émission. Donc, ce que veut dire, Olivier, c'est que cette antenne-là cette ampoule risque de ne pas porter aussi loin qu'elle devrait porter. Donc, tout à l'heure, on voyait dans la présentation de Karl, je ne sais plus, 70 mètres en champ libre. Donc, ça veut dire la moitié en champ pas libre. Et donc, avec une antenne pas adaptée, on risque de perdre encore plus et donc d'avoir des problèmes de réception et de portée. Voilà, pour ceux qui sont pas très techniques en français. En sachant qu'elles font du mesh quand même, hein, puisque c'est sur du courant. Oui, bien sûr. C'est du mesh sur quelques mètres. Écoute, moi, 10 mètres, aucun problème de liaison. Après, c'est vrai que il faudrait voir aussi comment sont les autres, les Xiaomi, les U. C'est vrai qu'il faudrait casser un peu de matériel aussi chez les autres. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est quelqu'un qui est ingénieur chez moi, spécialisé en radio, qui a fait quelques analyses et qui montre clairement que les antennes qui sont utilisées sont vraiment pas bonnes en termes de réception. Je pourrais rentrer dans le détail après s'il y en a qui veulent. Après, problème de fixation d'antenne. Une antenne souple doit être obligatoirement fixée. C'est aujourd'hui, par exemple, dans vos smartphones, la plupart du temps, vous avez des antennes souples. Mais en fait, elles sont collées à la carcasse du smartphone et elles n'ont aucun risque de bouger. Si vous avez une antenne qui n'est pas fixée, en fait, d'une ampoule à une autre, vous avez des caractéristiques techniques qui vont être totalement différentes. Et donc là, vous avez vu sur la première image, en fait, que l'antenne, elle est juste repliée et ils l'ont accolée sur l'aluminium. Autre élément, alors ça, si vous regardez la notice technique, c'est marqué, elle vous dit qu'elle fait 6,5 watts et qu'elle consomme 50 mA. Alors, si on fait un peu d'électronique, enfin d'électricité, c'est un COSFI de 0,56, ce qui est extrêmement mauvais. Ouais, dit en français. Alors, dit en français, c'est qu'elle consomme 2 fois plus de courant, ce qu'il ne faudrait. D'accord. Elle consomme le double de ce que consommerait une ampoule équivalente de la même puissance. Voilà. Normalement, on prend des ampoules connectées pour faire des économies d'énergie. Donc, le but, c'est qu'en effet, c'est qu'elles ne soient pas trop infinivoires. Là, elle consomme 2 fois plus que ce qu'il faudrait. OK. Donc, ça, c'était pour les ampoules. La prise connectée. Alors, pareil, j'ai mis une petite photo là. Il est clairement dit qu'il ne faut pas mettre l'antenne à côté du plastique. Alors que là, elle est clairement accolée au plastique. Pareil, c'est noté qu'il ne faut pas le mettre proche d'une surface métallique. Or, juste derrière, vous avez les pins pour aller brancher votre prise électrique. Donc déjà, au niveau radio, ce n'est pas top. Donc, ouais, ils disent qu'il faut que ça se trouve à au moins 1,5 cm d'implant métallique. Là, je pense qu'il y a 2 mm à 3 mm. Autre élément, on vous indique que ça fait normalement 3800 watts. Oui, 16 ampères, c'est ce que disait Karl tout à l'heure. Alors là, une fois dépioté, on est d'accord que là-dessus, il faut faire passer 3800 watts. C'est pas possible. Sans commentaire.
Voilà. On connaît la section qu'il faudrait, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Alors, donc pareil, le produit est marqué CE. Alors, CE, quand on est fabricant, c'est déclaratif. Or, aujourd'hui, le produit n'a pas de fusible sur sa partie puissance. Et normalement, quand on garantit un produit CE, il faut qu'il puisse supporter 205% de l'ampérage maximum pendant 1 heure sans prendre feu. Oui, en gros, le double, quoi. En gros, le double. Bah, je ne vous conseille pas de faire le test. Clairement, c'est impossible. Déjà, il n'y a pas de fusible, ce qui est extrêmement dangereux. Et si vous mettez, elle fait 16 ampères. Ouais. Si vous lui mettez 30 ampères dans la figure, enfin, voilà, je vous déconseille. Alors, on pourrait se dire, il n'y a pas de fusible, pourquoi pas, même si c'est interdit. On pourrait imaginer qu'ils font une mesure de la température à l'intérieur et qu'ils arrêtent le relais si la température monte trop haut. Là, tu es en train de nous tuer le truc, Olivier. Moi, j'étais à 2 secondes de cliquer pour valider mon panier sur Lidl. Et, non. Hunter, il n'y a pas de drive. Je vous montre juste ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous soyez conscient de ce que vous achetez. Non, mais c'est très intéressant, bien sûr. Donc voilà, pas d'éléments de protection thermique. Je vais essayer de garder des gens qui n'ont pas le COSFI en tête. Donc, je vais les garder, donc je faisais un peu d'humour. Pas de zéro crossing, donc ça, usure prématurée du produit. Donc, juste pour donner un ratio, hein, quand des éléments LED, quand des ampoules LED démarrent, elles demandent 80 fois leur courant, on va dire, leur courant de mode de fonctionnement normal. C'est ce qu'on appelle l'amorçage, quoi. Voilà, l'amorçage. Pour faire l'amorçage, elle a besoin de 80 fois son courant normal. Donc ça, il est impératif d'utiliser des produits qui ont un zéro crossing pour faire ce type de produit. Bah, là, il n'y en a pas. Donc, je vous déconseille très fortement de brancher tout ce qui est équipement avec des LED ou des moteurs ou ce genre de choses. Il faut mettre simplement des équipements qui sont purement résistifs. Pas d'inductif, pas de capacitif. Autre élément, on pourrait se dire, pareil, il mesure l'intensité pour ne pas dépasser les 3800 watts. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure de courant, donc on ne peut pas mettre de sécurité sur cet élément-là. Donc ça, c'est les vues après dépiotage, etc. Mais voilà, donc on voit là-dessus qu'il n'y a pas les fusibles, qu'il n'y a pas la mesure de consommation. Enfin bon, après ça, c'est l'électronique, mais en tout cas, ça n'y est pas. Autre élément, la passerelle. Très clairement, Olivier, quand on voit le démontage et les composants internes, il est plutôt à conseiller d'utiliser ces prises uniquement pour du petit éclairage, hein, pour une petite lampe de poche de chevet ou des choses comme ça. On est bien d'accord. Hein. Ne mettez pas un réfrigérateur. Ne mettez pas un réfrigérateur. Un frigo, c'est 200 watts, mais surtout, ne mettez pas ça sur une machine à laver courant continu qui monte à 4000 au démarrage. Très clairement. Le problème, c'est que nous, on peut en être conscient. Mais le problème, c'est que sur la notice, c'est marqué 3800 watts. Donc, les gens vont l'utiliser à tout et n'importe quoi. C'est faux. Alors. Voilà. Et là où ça peut être gênant, c'est que ça peut réellement prendre feu. Oui, mais les gens sont assurés. Vas-y. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est le chip Tuya. C'est qu'ils vont vendre des détecteurs d'incendie, c'est tout. Ça sera couplé, tu mettras la prise et il y aura le détecteur d'incendie. Comme ça, au moins, tu peux vendre un package. Alors là, c'est le chip Tuya, pareil. Hein, tout ça, c'est ce qu'on appelle un plan de masse, c'est du métal. Ne surtout pas mettre à cet endroit-là. Et normalement, il faut libérer l'espace ici. Donc voilà, au niveau conception radio, je pense qu'il y a des choses à revoir sur cette passerelle. Donc, en conclusion, pour ma part, si effectivement vous avez fait ce choix de produit pour un produit pas cher, en fait, vous pourrez toujours trouver des produits encore moins chers que Lidl. Si vous allez sur AliExpress, là, vous pouvez trouver des ampoules connectées entre 5 et 7 euros. Donc, vous allez encore moitié moins cher que Lidl.
et qui sont Zigbee 3, tout ce que vous voulez. Pareil, si vous voulez une passerelle encore moins chère, avec les mêmes caractéristiques, bah, vous avez une passerelle à 4,73 €. Et je pense même que c'est frais de livraison compris. C'est En Russie. C'est Livraison pas le inclus pour la Russie. d'alimentation, quoi. Ah, il n'y a peut-être pas l'alimentation. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore démonté, celle-ci, je ne l'ai pas acheté. Tu n'as Mais peut-être pas le faux logo CE dessus aussi sur celle-là. Oui, mais peut-être. Pour vous montrer qu'en fait, les puces Zigbee, c'est ça aussi la force de Zigbee, c'est que la puce en tant que telle coûte rien par rapport à Z-Wave qui a beaucoup de royalties. Donc ça permet d'avoir des produits finalement tout intégrés à 5 €. Le prix de production de la box de Lidl, oui, ça doit être ça. Ça doit tourner autour de 3 €. Il faut savoir ce que c'est. Et est-ce qu'on a le nom des enfants qui fabriquent ça aussi? Ah, pardon. Non, ça, c'est pas marqué. Non, pardon. Donc, voilà, moi, ma conclusion, si vous n'êtes pas sensible à votre sécurité, si vous n'êtes pas sensible à des risques de feu, si vous n'avez pas de problème de réception radio et si vous n'avez aucun souci avec vos données qu'elles aillent sur des serveurs chinois, il n'y a pas de souci, c'est un très bon produit. Si vous avez des inquiétudes sur ces thématiques-là, je ne recommanderais pas obligatoirement d'y aller. Voilà ce que je peux dire sur ces produits. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette analyse poussée. Je vois que tu as démonté avec passion ces produits-là. Le but qu'on avait, hein, il faut le dire, on n'a pas fait de la chasse aux sorcières. On ne s'est pas dit dès le départ, on va les exploser parce que nous, intégrateurs, on veut vendre des produits chers. On s'en fout. D'ailleurs, on ne dit pas ne l'achetez pas. On dit vous pouvez l'acheter, mais attention, voici, vous en avez pour votre argent et voici la contrepartie du prix en quelque sorte et de la fabrication. Mais on ne vous déconseille pas de les acheter. On vous dit voilà ce que ça fait à vos risques et périls. Et on ne voulait surtout pas se dire, nous, intégrateurs, on vous conseille que des produits qui sont chers, fabriqués en France. Voilà. Bien sûr, on préfère qu'on achète français. Mais on n'avait aucune idée derrière la tête. Enfin, je pense qu'Olivier, tu n'avais aucune idée derrière la tête de démonter absolument ce produit-là. Non. Et on en avait discuté avec Alexis. C'était de se dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, bah, il faut que je l'achète, il faut que je vois ce que ça donne. Parce que c'est des réflexions qu'on va avoir de la part de nos clients qui vont nous dire, bah ouais, vous nous proposez des installations à tel prix, mais regardez, je peux aller chez Lidl et regardez, ça fait pareil. Bah, sur le papier, oui, peut-être que ça fait pareil. Par contre, il faut, nous, en tant que professionnels, qu'on ait les armes pour pouvoir dire, bah non, monsieur, effectivement, c'est pas tout à fait pareil pour telle et telle et telle et telle raison. Après, l'idée, c'est, ce que je disais au début de la présentation, c'est être conscient de ce qu'on achète. Voilà, je vous donne juste des clés pour savoir ce que vous achetez. Ou en tout cas, pour que les clients sachent qu'ils achètent. Après, voilà, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais en étant avertis et en faisant un achat en pleine conscience. Écoute, merci beaucoup. Alexis, je voulais te laisser le mot de la fin pour que tu donnes rendez-vous pour la 5e session de notre webinaire. Je suis content parce que je vois qu'entre le début et la fin, on a pratiquement gardé le même nombre de participants. On a perdu une dizaine de participants, ce qui est très, très peu. Bon, c'est vrai que la fin, c'était vraiment très, 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 très technique. Désolé. Mais non, mais c'est bien. Écoute, j'ai essayé de traduire du mieux possible. Alexis, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc, merci à tous les trois, nos trois experts, Pierre, Karl et Olivier. Super présentation. Je pense que tout le monde dans les commentaires l'atteste. Hein. Très bon retour. Et bien entendu, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera le 18 mars, qui sera dédié cette fois à la solution Legrand with Netatmo, donc un gros industriel français, et une solution plus do-it-yourself qui est Home Assistant. Ok, bah écoute, nous serons au rendez-vous. Vous avez noté à peu près que c'est toutes les 3 semaines que nous essayons. C'est le jeudi ou le mardi, ça dépend un petit peu
des autres représentations de la SBA. Ceux qui ne sont pas encore à la SBA, regardez sur le site pour adhérer. Pour des intégrateurs qui n'ont pas énormément de moyens, il y a des tarifs accessibles. Pour des gros industriels, il y a des tarifs accessibles aussi. Et puis, vous le voyez, on n'est pas sectaire puisque la porte est ouverte à tout le monde. On essaye de dynamiser notre métier, de dynamiser le smart home et le smart building et la smart cities aussi, puisque une ville, rappelons-le, c'est un ensemble de buildings. Et voilà, je suis très heureux d'animer avec passion ces webinars toutes les 3 semaines. J'espère vous retrouver encore plus nombreux rappelle-moi la date, Alexis. 18 mars, 18 mars. Pierre-Nicolas. Merci à tous.